Imaginez un futur où la géoingénierie est notre unique solution. Les glaciers fondent, les océans montent, la biodiversité s'éteint et seules les techniques radicales sont efficaces. Aujourd'hui, on parle de la science de la modification des systèmes climatiques terrestres. Il est impossible de parler de géoingénierie sans mentionner le docteur Paul-Joseph Crutzen, pionnier dans ce domaine. Né le 3 décembre 1933 à Amsterdam, Crutzen vit les tumultes de la Seconde Guerre mondiale, dont le Winter of Hunger. En 1946, une énorme famine ayant touché les Pays-Bas envahis par l'Allemagne. Après avoir étudié à la Hoger Burger School, il ne parvient pas à entrer à l'université néerlandaise, mais il poursuit ses études en génie civil à l'université de Stockholm, où il obtient un doctorat en météorologie en 1968. En 1970, il découvre que les oxydes d'azote peuvent détruire l'ozone stratosphérique. Cette découverte conduit à l'interdiction de nombreux produits chimiques utilisés en agriculture. En effet, il présentait un risque significatif d'aggraver la destruction de la couche d'ozone. En 1995, Paul Crutzen, en collaboration avec Mario Jean Molina et F. Sherwood, reçoit le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur la formation et la décomposition de l'ozone stratosphérique. Leur travail a révélé que les molécules de dioxygène exposées aux rayons ultraviolets se décomposent en atomes d'oxygène. Ces atomes se combinent ensuite avec d'autres molécules de dioxygène pour former de l'ozone. Dans les années 2000, Crutzen, fort de son prix Nobel, devient une figure majeure dans les débats sur le climat. Il met en garde contre les dangers du changement climatique. En 2006, il publie un article proposant d'injecter des particules de soufre dans la stratosphère pour créer un effet de refroidissement semblable à celui des grandes éruptions volcaniques. Cette approche est alors classée comme une méthode de géoingénierie visant à gérer le rayonnement solaire. Crutzen souligne que cette technique pourrait s'agir de mesures d'urgence pour contrer contre le réchauffement climatique, si les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre s'avéraient insuffisants. Pour comprendre l'origine de ce projet, il est essentiel de saisir le problème dont il découle, le réchauffement climatique. Environ 97% des scientifiques spécialisés dans le changement climatique estiment que celui-ci est principalement dû aux activités humaines. Il est important de savoir comment il fonctionne. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement reçu. Cependant, des gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, connus sous le nom de gaz à effet de serre, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et le renvoient vers celle-ci, contribuant ainsi à son réchauffement. C'est cette mécanique que l'activité humaine a déréglée. La combustion de pétrole et de gaz, la déforestation et l'agriculture intensive ont entraîné une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère, intensifiant l'effet de serre. La concentration de CO2 est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. Cela induit des conséquences dramatiques comme la montée des températures. Depuis le siècle dernier, l'augmentation de la température du globe terrestre est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a augmenté de 1,1 degré et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les scientifiques estiment que si cette température ne se régule pas d'ici 2100, la température deviendra invivable dans certaines zones avec une augmentation de la température de 1,7 à 4,5 degrés. Il y a aussi l'élévation des océans. En effet, sur tous les continents, les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer. Cette diminution des glaciers et des calottes polaires entraînera la disparition des États insulaires du Pacifique et de l'océan Indien. Nous avons aussi l'augmentation des précipitations. Pour rappel, la formation de la pluie commence au-dessus des grandes étendues d'eau. Ce phénomène s'augmente donc avec l'augmentation des températures. Et enfin, nous avons aussi une acidification des océans. En effet, les océans absorbent 30% du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Avec l'augmentation des niveaux de CO2, les océans en absorbant donc une quantité excessive. La réaction entre le CO2 et l'eau de mer produit des ions carbonate et des ions hydrogène. Ce processus, connu sous le nom d'acidification des océans, a un impact significatif sur les écosystèmes marins. Depuis le sommet de la Terre en 1972 jusqu'à la COP24 en 2018, les discussions sur le réchauffement climatique se multiplient, mais les émissions de CO2, elles, continuent d'augmenter. Face à cette crise, des scientifiques et des entreprises ont développé des solutions radicales, appelées géoingénierie. Cette approche se définit comme l'ensemble des techniques visant à manipuler et à modifier le climat et l'environnement de la Terre. Son objectif est donc davantage correctif que préventif. La géoingénierie, apparue dans les années 1950, a pris de l'ampleur depuis 2013 grâce au GIEC. Entre 1971 et 2013, 825 publications ont été consacrées à ce sujet. Voici quelques solutions. Injection de particules dans la stratosphère pour réfléchir la lumière solaire et réduire la température globale. Réduction de rayonnement solaire qui consiste à installer des miroirs géants dans l'espace pour réfléchir 1 à 2% des rayons solaires. Utiliser des technologies pour extraire le CO2 de l'air et le stocker en toute sécurité.
reforestation massive qui consiste à planter des arbres pour absorber le CO2, ou encore ensemencement des océans avec des particules de fer pour stimuler le phytoplancton et absorber le CO2. Ces méthodes visent principalement à réfléchir la lumière solaire ou à absorber le CO2. Bien qu'elles paraissent audacieuses, ces méthodes reposent sur des bases réelles comme l'éruption de Pinatubo en 1991 par exemple. Celle-ci a montré que l'injection de particules dans l'atmosphère peut refroidir la planète. Cependant, cette méthode pourrait également entraîner des effets secondaires graves comme la réduction des précipitations ou une famine potentielle en Inde. Cela nécessite donc un déploiement massif et prolongé de la technologie. La géo-ingénierie comporte donc de nombreuses limites. Aucune des solutions ne semble réalisable à l'heure actuelle et même si elle le devenait, elle comporterait des défauts majeurs. Pour l'exemple du rayonnement solaire, cette méthode n'empêcherait pas les perturbations des cycles de pluie et présenterait un risque de réchauffement soudain si le système cessait de fonctionner. Pour la capture directe du CO2 dans l'atmosphère, les technologies actuellement en développement sont coûteuses et leurs effets sont encore insignifiants à l'échelle planétaire. Pour celle de la reforestation massive, la quantité d'arbres nécessaire pour absorber le CO2 entraînerait une augmentation significative des prix des aliments de base, avec une hausse prévue de 80% d'ici le milieu du siècle. Ou encore pour la fertilisation des océans, lorsque le phytoplancton meurt, il consomme de l'oxygène de l'eau, créant ainsi des vastes zones mortes. Pour obtenir l'apport en fer nécessaire, il faut multiplier par 100 la production minière de fer, en ajoutant le transport et la dispersion de cette poudre de fer. Nous risquons donc de capturer tout le CO2 que nous générons. Même si nous résolvons ces problèmes, la simple addition de fer dans les océans ne suffit pas. Le fer doit être combiné avec d'autres micro-organismes pour être maintenu en surface et absorbé efficacement par le phytoplancton. Ce mélange en grande quantité reste difficile donc à réaliser. Ces solutions présentent donc de nombreux risques pour les humains. La géo-ingénierie pourrait causer des impacts économiques et agricoles significatifs. Les conséquences pourraient également être sociologiques. Les risques politiques sont également importants, notamment lors de l'opération Popeye où les USA ont utilisé le changement climatique à des fins politiques. Tous ces risques et problèmes liés à la géo-ingénierie nous questionnent sur l'éthique de ces procédés. Bien que ces technologies puissent offrir des solutions potentielles pour atténuer les effets du changement climatique, elles soulèvent également de nombreuses préoccupations éthiques. L'une des principales préoccupations concerne l'incertitude et les risques imprévisibles associés à ces technologies. Un autre problème majeur réside dans la question du consentement et de la gouvernance. La mise en œuvre de la géo-ingénierie à une échelle mondiale affecterait tous les pays, mais tous n'auraient pas leur mot à dire. La question de savoir qui décide et comment le consentement est obtenu est cruciale. En outre, la responsabilité en cas de dommages causés par des interventions de géo-ingénierie soulève des questions complexes. Si une intervention de géo-ingénierie cause des dommages, il peut être difficile de déterminer qui est responsable et comment les victimes pourraient être indemnisées. La responsabilité légale et morale en cas de conséquences négatives reste floue. La géo-ingénierie est une technologie pratiquement inventée par Joseph Kreuzer. Au vu des conséquences néfastes de l'activité humaine sur la Terre, il s'agit d'un sujet sur lequel réfléchir. Quelles sont ses limites scientifiques? Quelles sont ses limites éthiques? Est-ce une technologie viable pour le futur? La géo-ingénierie est une technologie très innovante à laquelle on n'aurait jamais cru il y a 100 ans. Scientifiquement, cette technologie comporte des limites et des risques bien présents. Son utilisation doit être continue. Si elle est utilisée une fois, il n'y a plus de retour en arrière. La géo-ingénierie peut réellement inverser le réchauffement climatique, mais dans quel but? Notre objectif est-il de sauver la planète ou de sauver ses habitants? Le jour où l'humanité s'éteindra, nous ne sommes pas capables de savoir si la planète survivra à l'arrêt des solutions. Nous ne pouvons pas être sûrs que la géo-ingénierie inventée dans le but d'améliorer le climat ne sera pas utilisée contre les humains. Certaines populations seraient largement avantagées par une baisse de température grâce à une baisse de luminosité. A contrario, certaines populations vivent de cet ensoleillement. Comment pourrions-nous satisfaire tout le monde? Une importante question reste en suspens également. Comment choisir qui est à même de réguler le climat? Il est important de se demander en quoi une personne ou un groupe de personnes pourrait avoir la main sur la météo, avec tous les risques que cela engendre. La géo-ingénierie reste tout de même un rassemblement de solutions dont certaines pourraient être faisables sans augmenter le danger pour la planète et ses habitants. Les solutions moins invasives, telles que la plantation massive d'arbres ou la récupération de particules de CO2 par exemple, paraissent être les moins dangereuses. Elles restent cependant risquées pour l'économie mondiale, qui est une question sur laquelle il serait important de se pencher. La géo-ingénierie est un sujet controversé avec des bons et des mauvais côtés. Elle permettrait à la Terre de survivre au réchauffement climatique et peut-être même de se reconstruire. Mais à quel prix? Le réchauffement climatique est apparu à cause de l'homme. Pouvons-nous réellement croire à cet inversement de la situation grâce à l'homme sans que cela n'ait de graves conséquences?